aujourd'hui de la migration de ClearPass puis des nouveautés liées à la version 6.11. Donc, voici un petit agenda de la présentation. Je vais vous décrire un peu la version, les différents changements qui sont introduits par cette nouvelle plateforme. Puis pourquoi, justement, on impose la migration telle qu'elle est proposée. Je vais passer en revue un peu les étapes pour être en mesure d'effectuer la migration. Et ensuite, on abordera les nouveautés qui sont, en fait, quelques nouveautés principales qui sont peut-être très intéressantes pour vous. Alors, sans plus tarder, démarrons. Alors, voici la présentation des informations sur la version en question. Donc, la version 6.11 a été publiée en 2022, à la fin de l'année 2022. On a déjà quelques itérations. Donc, la version en cours présentement est la version 6.11.4 qui a été publiée le 25 juillet. C'est la version cible désirée présentement pour faire la mise à niveau. La version 6.11, c'est une version de type Long Support Release. Donc, c'est une version à durée à long terme. Et son cycle de support va se terminer lorsqu'on va relâcher la prochaine version Long Term Support. Normalement, on devrait avoir un horizon d'environ 2 ans, peut-être un peu plus, pour cette version-là. Il est à noter que les deux versions précédentes, 6.9 et 6.11, vont prendre fin au niveau du support le 15 décembre prochain. Il y a des contraintes techniques au niveau du support avec ces versions-là, car elles sont articulées sur CentOS plutôt que d'utiliser Red Hat Linux. Et c'est la raison pour laquelle on a une fin de support là, qui est ferme ici. Donc, justement, les changements liés à cette plateforme, hein, donc le système d'exploitation qui était en place pour les versions précédentes de ClearPass, c'était CentOS. Et bon, CentOS est en fin de vie et on n'a pas le choix. Il faut passer à un système d'exploitation Red Hat Linux qui est intégré à cette nouvelle version, la version 6.11. Donc, ça implique des changements qui sont quand même majeurs du point de vue organisationnel. Donc, il s'agit dans le fond du bootloader, le système de démarrage UEFI qui nécessite d'être réinstallé. L'avantage, bon, ben, c'est que ça permet certains avantages au niveau de comment est-ce que le partitionnement du disque est effectué, améliore la sécurité au niveau du bootloader. Par contre, ben, vu qu'on modifie dans le fond le partitionnement au niveau du démarrage de la plateforme, ben, ce n'est pas possible de faire une mise à niveau sur place comme c'était le cas précédemment. Donc, ça doit nécessiter une réinstallation de la plateforme. Ça doit nécessiter justement de réinstaller from scratch. Oui, on est conscient que ce n'est pas l'expérience usagée la plus agréable et c'est loin d'être idéal. Toutefois, bon, ben, c'est une exigence qui est ciblée dans le temps et qui va, dans le fond, porter des fruits pour l'avenir. Alors, passons à la prochaine étape, qui est la procédure de migration. Donc, je vous mets ici une petite vidéo de référence qui permet de voir un peu plus les étapes là, de mise à niveau. Donc, pour le chemin de migration, donc le Migration Path, donc notre cible présentement, comme je le disais précédemment, c'est la version 6.11.4. Bon, il faut utiliser une migration en étapes. Donc, la première étape pour vous va être de télécharger l'ISO ou l'OVA qui est disponible sur la plateforme Aruba Support Portal. Et ça va être de télécharger, dans le fond, la version 6.11.1 qu'on va rehausser par la suite à 6.11.4. Il est possible de migrer à partir de la version 6.9.12 et plus, ou encore à partir de la version 6.10. Donc, idéalement, on veut se placer à la version maximale de chaque version, soit 6.9 ou 6.10,
pour ensuite initier le processus de rehaussement. Donc, première étape, hein, donc certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, maintenant, on effectue justement une validation du contrat de support pour être en mesure d'accéder aux mises à jour des logiciels. Et comme il va être obligatoire d'avoir le jeton, le token, au niveau de l'interface de ClearPass dans l'onglet support, pour être en mesure d'accéder aux mises à jour et d'appliquer les mises à jour, mais la première étape, ça va être de s'assurer qu'on a un contrat de support valide sur la plateforme pour être en mesure justement d'accéder aux mises à niveau. Alors, la première étape, c'est lorsque vous êtes connecté dans ASP, c'est repérer la tuile justement de contrat de support qui est en bas à droite, en bas de la première section. Et dans laquelle, bon, peut-être certains d'entre vous, c'est à 0, donc il va falloir ajouter le contrat de support. Normalement, vous avez reçu le courriel indiquant quel est votre numéro de contrat lorsque vous avez souscrit un contrat de support. Donc, il faut l'ajouter nécessairement à la plateforme pour être en mesure justement de valider et d'effectuer justement cette relation dans l'ASP pour indiquer que vous avez votre contrat de support à jour. Donc, normalement, vous devriez y voir justement les contrats expirés ainsi que les contrats qui sont actifs. Si vous cliquez sur un contrat actif, il est possible d'aller chercher le deuxième onglet, aller chercher justement le statut, s'il est actif, ainsi que de valider la présence des licences ClearPass dans le portail, justement dans votre contrat de support. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ben, ça va être de vous connecter justement sur votre ClearPass Policy Manager ainsi que sur les différents subscribers et d'effectuer justement un backup de la configuration. S'il y a lieu, vous pouvez, c'est optionnel, effectuer le backup des session logs ainsi que des informations dans la base de données Insight. Donc, bon, ça dépend toujours quelle est votre stratégie. Si, admettons, vous voulez garder l'ancienne machine virtuelle ou si vous repartez à neuf ou comment vous voulez gérer justement les informations historiques, donc les session logs, dans l'éventualité où vous en auriez besoin pour revenir en arrière et être capable d'analyser dans le passé quelles sont les actions qui se sont produites dans votre environnement. C'est sûr que si on ajoute le backup des session logs et des données de Insight, bien, il y a la dimension du fichier de backup qui va être beaucoup plus gonflé. Donc, il faut envisager justement l'espace de stockage qui va être requis pour stocker l'ensemble de cette information-là, dépendamment du niveau d'activité que vous avez dans votre environnement. Et ben, ça va affecter non seulement le temps de backup, mais aussi le temps de restauration de l'information. Alors, c'est des différents points à tenir en ligne de compte. Je vous dirais peut-être initialement, si les session logs, c'est quelque chose qui vous intéresse, commencez par effectuer justement un backup de l'information de configuration. Au moins pour bénéficier de cette information-là de manière isolée pour être capable de remonter la plateforme et par la suite refaire peut-être un autre backup avec justement les session logs et le Insight Data de manière à voir combien de temps ça va prendre pour sortir cette information-là et quelle taille ça va représenter pour ensuite décider, bon, est-ce que je suis mieux de préserver mon backup dans VMware ou dans Hyper-V de ma vieille machine virtuelle, au lieu de restaurer toutes les session logs, voyant le temps que ça a pris, la dimension du fichier que ça a pris. Peut-être. En tout cas, suggestion, ou en tout cas, à voir en fonction de votre environnement. Parce que je sais qu'il y a certains clients ici là, qui ont quand même un certain degré d'activité qui pourrait être conséquent.
Donc, l'autre étape, c'est d'effectuer le backup des clés de licence. Donc, bon, ici, deux méthodes. Hein. Avec la version 6.9, vous pouvez aller en CLI. Donc, CLI là, qui est accessible soit en SSH ou directement en mode console sur la plateforme. Et bon, il y a différentes petites commandes. Donc, ici, vous pouvez faire le show license. C'est le fameux truc qu'il faut rentrer avec AppAdmin là, pour être capable de se loguer dedans. Une fois que vous avez fait le backup des licences, bon, c'est d'exporter les différents certificats si vous ne les avez pas déjà. Nous vous recommandons de les exporter en format PKCS12. C'est plus simple, la clé privée étant combinée à l'intérieur du fichier. Et bon, si les certificats ne sont pas, dans le fond, identiques sur chaque serveur, idéalement, il faut aller récupérer chaque certificat ainsi que ceux qui sont sur les publishers. Notez aussi les différents paramètres spécifiques qu'il y a sur chaque serveur, donc documenter les différents paramètres. Dans cet aspect-là, les paramètres là, que vous pourriez avoir besoin, ce serait dans le fond les domaines AD auxquels chaque serveur est joint, les routes statiques qui auraient été spécifiquement ajoutées sur chaque serveur. Bon, c'est peu probable, j'ai rarement vu ça, mais par exemple, si vous avez ajouté des ACL au niveau applicatif qui ont été configurés sur chaque serveur. Bon, c'est possible, dépendamment des types d'applications, mais il faut regarder ça. Configuration aussi de la surveillance avec SNMP, avec les community streams, donc backuper ces informations-là au cas où, mettons, il y aurait une problématique lorsqu'on restaure la configuration. Puis si vous avez ajouté certains paramètres spécifiques vraiment personnalisés, nous vous suggérons justement de les noter de manière à être capable de valider lorsqu'on va restaurer le service, valider que c'est bel et bien restauré adéquatement. Ensuite, prochaine étape, c'est télécharger justement l'image d'installation en version 6.11.1, effectuer cette installation complète initiale en CLI avec le compte AppAdmin, configurer le hosting, l'adresse IP, interface de management et de data optionnellement si c'est le cas dans votre environnement. NTP, time zone, FIPS si c'est requis. Bon, la plupart d'entre vous, ça ne l'est pas. Par la suite, ça va être de se connecter sur la plateforme, ajouter la licence via l'interface graphique, donc la licence de base, la licence de plateforme. Ensuite, ajouter les autres licences d'accès on-board, on-guard à travers l'interface graphique et effectuer l'upgrade 6.11.4 avant de restaurer la configuration. Si certains d'entre vous l'ont déjà essayé, il arrive parfois qu'en version 6.11.1, la restauration de la configuration, ça accroche. Alors, idéalement, on veut bénéficier des derniers correctifs pour être capable d'effectuer justement la restauration correctement. Et pour appliquer, comme je vous le disais, la mise à niveau, là, ça vous requiert la connexion avec le jeton, avec le token, à travers justement l'interface de gestion pour les upgrades là, de ClearPass. Alors, d'où la raison de faire référence au point numéro 1. Une fois que la mise à niveau est remise, est appliquée, là, on est en mesure justement d'appliquer la restauration des différents paramètres spécifiques, restaurer les certificats et restaurer le backup de configuration et les données d'Insight si on a demandé à faire la restauration de Insight. Et une fois que justement les subscribers ont eux aussi été migrés, on va les joindre au publisher. Lorsque justement le publisher, dans le fond, le publisher, c'est le premier qu'on va restaurer. Et par la suite, justement, on va restaurer les subscribers et on va les joindre les subscribers au publisher. Et finalement, c'est déterminé dans notre environnement lequel on va élire comme étant le Standby Publisher et s'assurer que toutes les licences sont activées sur les différentes plateformes. Donc, jusque-là, ça va. Donc, c'est les différentes étapes là, pour effectuer la migration.
Alors, je vais enchaîner sur les nouveautés s'il n'y a pas de questions. Je ne sais pas, est-ce que je ne sens pas. Attends un peu de chat. Est-ce que. Oh, il y avait une question de Michel là, Ah, pour. OK. Puis là, On passe de point 1 à point 4 merci. s'il fallait faire tout ça, mais non, en effet, on pas. C'est juste vraiment la migration qu'on doit refaire les backups, les restores, les licences, les certificats, pour toutes les mises à jour subséquentes. Une fois que la machine est montée, c'est une mise à jour normale. On Ouais. télécharge, on met à jour, on démarre, tout simplement. Merci beaucoup, Benoît. Donc, dans les nouveautés, une des belles nouveautés qu'il y a dans la plateforme ClearPass 6.11, c'est un meilleur suivi ou des meilleurs rapports liés justement à la randomisation des adresses MAC. Donc, on est au courant que maintenant, on a beaucoup de systèmes d'exploitation qui, par défaut, vont utiliser des connexions avec des adresses privées ou aléatoires. Et bon, ça amène un peu plus de difficultés pour le suivi, pour le rapport justement de l'utilisation des dispositifs. Et avec cette nouvelle fonctionnalité-là, ben, on va être en mesure justement d'avoir un indicateur qui va spécifiquement appliquer, qui va indiquer que justement cette adresse MAC-là qui est liée au dispositif est une adresse aléatoire. Donc, pour vous, des administrateurs de système, ben, ça vous permet dans vos rapports d'avoir de meilleures informations plus précises sur, entre autres, les équipements souvent qui sont BYOD qui se connectent, bon, être capable justement de savoir est-ce que c'est l'adresse native de l'équipement. Puis comme ben, ça va être dans la base de données de ClearPass, ben, c'est une variable qui peut être utilisée pour justement élaborer des conditions de connexion si c'est requis dans votre environnement. Donc, c'est un peu plus de visibilité de ce côté-là. Autre chose qui est intéressante, puis ça c'est vraiment très, très significatif. Plusieurs d'entre vous font des migrations vers Azure Active Directory. Et ici, avec ClearPass, on va avoir un connecteur qui va permettre justement de se connecter à votre Azure AD et permettre d'extraire justement les informations d'appartenance à des différents groupes d'usagers à travers justement la connexion à l'Azure AD. Et entre autres, ben, ça permet justement une meilleure intégration avec justement des services qui sont basés ou articulés avec l'authentification par certificat avec le IPTLS. Et c'est justement la méthode qui est recommandée pour récupérer les informations, qui est recommandée par Microsoft pour aller chercher les données d'autorisation. Alors, c'est une nouvelle source d'authentification qui est native pour justement effectuer ce type de recherche-là. Ça vous permet d'aller chercher les informations via votre Tenet ID et être capable justement de récupérer les informations de vos dispositifs clients. Pour effectuer la connexion avec l'Authentication Source, mais dans le fond, vous rentrez les informations, votre Tenet ID, le secret client de l'application pour justement le Azure AD Registration. Vous avez un petit bouton de test pour valider justement que la connexion s'effectue adéquatement. Une fois que ça c'est en place, ben, ça va vous permettre justement de récupérer des informations liées à l'adhésion des différents usagers à différents groupes qui sont structurés dans votre Azure AD. Et pour être capable de faire ça, mais ça nécessite dans le fond une autorisation en lecture là, pour être capable d'aller récupérer les groupes AD de manière adéquate. Peut-être un petit point pour ça, pour un petit bug qui est lié à cette nouvelle source d'autorisation. Comme Paul l'a montré, là, si on configure une nouvelle source d'authentification, il y a des gens qui vont le mettre toujours dans l'onglet du service qui est configuré dans ClearPass, dans l'onglet d'authentification. Et ça fonctionne. Toute source d'authentification devient une source d'autorisation, oui. Mais il y a un bug actuellement que si on le fait comme ça, au lieu de le mettre juste dans l'autorisation, les requêtes ne s'affichent pas. D'authentification ne s'affichent pas dans l'Access Tracker. Okay, fait que c'est comme si la requête ne rentre pas, même si elle fonctionne. Fait qu'un juste un petit point, donc si vous faites ça, assurez-vous de mettre la source vraiment dans l'onglet autorisation dans le service, juste pour éviter le petit bug d'affichage actuel là, qui devrait être réglé dans la prochaine version. Cool. Merci Benoît.
Autre point ici qui est intéressant, c'est avec cette nouvelle version, ça prend en charge le nouveau Canva, le nouveau framework qui est associé à la gestion des portails captifs. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau RFC, donc la série de RFC 8910, 8908, qui introduit une nouvelle manière de prendre en charge les portails captifs. Donc, on sait que c'est toujours un défi avec justement les portails captifs, hein, de faire en sorte que le Captive Portal Network Assistant réussit à se déclencher adéquatement. Souvent, la problématique que l'on voit, c'est que, par exemple, sur un téléphone de type Android, il va requérir une connexion à Google ou Apple va aller chercher justement un site de rencontre. Si justement le site en question est sécurisé par le HTTPS, ben, l'interception de cette requête-là pour la rediriger vers un autre site, qui est dans le fond le portail captif, va nécessairement lever une alerte au niveau de la validation du certificat qui va nécessairement être incorrecte. Ça n'a pas le choix parce que justement, ce n'est pas le site vers lequel on a intercepté et redirigé n'est pas Google ou n'est pas Apple. Et par conséquent, ben, ça amène une espèce de phénomène où ce n'est pas fluide. L'usager ne sait pas trop comment réagir, s'il doit faire confiance ou pas. Alors, c'est pas génial. Donc, ce nouveau RFC permet de contourner ces problématiques-là. Donc, permet justement de passer les attributs du portail captif via un attribut DHCP. Donc, l'idée, c'est d'utiliser justement dans le DHCP V4 l'option 114, DHCP V6 l'option 103. Si on utilise le IPv6 avec l'autre méthode, on utilise l'option 37. Ça, là, je l'ai moins exploré, ou en tout cas moins eu connaissance de ce truc-là. Et ça permet justement de passer le URI, donc l'URL, dans le fond, de la page de portail captif et être capable de passer l'information dynamiquement dans les options DHCP, de manière à ce que le dispositif client puisse se connecter de manière naturelle vers le portail. Alors, tout ça est pris en charge avec justement ClearPass 6.11. Ça permet aussi d'avoir différents éléments de variables comme ça ici, là, qui sont automatiquement intégrés dans le flow pour le portail captif. Donc, ça fonctionne avec les différents flows dans ClearPass, donc les web logins, les self-registration, les pages de onboard, les web pages. Bon, ce n'est pas tous les systèmes d'exploitation qui intègrent le support justement de CapPort. Android 11, iOS 14, macOS 11, on voit que bon, il manque encore une intégration avec Windows. On a vu que justement c'est supporté avec l'IPv4, l'IPv6. Ça nécessite entre autres dans ClearPass que Insight soit activé. Ça nécessite qu'on ait un certificat HTTPS public signé par une autorité de certification publique qui est installée dans ClearPass. La plupart d'entre vous, je crois, effectuent ou ont ce genre d'intégration-là. Une chose à noter pour ceux qui utilisent, par exemple, le contrôleur de mobilité Aruba pour servir les adresses IP via DHCP pour les visiteurs, par exemple, à l'interne. Donc, le contrôleur Aruba n'inclut pas justement la possibilité d'inclure l'option 114. Donc, ça nécessite l'usage d'un serveur DHCP d'une tierce partie pour être capable d'ajouter les attributs en question. Et il y a certains petits éléments là, qui sont intégrés dans cette notion-là, qui permettent justement aux utilisateurs d'épingler une espèce de page qui va être directement passée. Et ça leur permet de revenir à cette page-là automatiquement. Donc ici, on a la fameuse page là, Aruba Networks, ici, là, comme exemple. Donc ça permet aux usagers d'être dirigés dynamiquement ou automatiquement vers la page d'accueil. Ici, c'est un petit exemple là, du Galleria Wi-Fi. Et qui est accédé directement
lorsque justement on est connecté au SSID. Et cette redirection nous amène justement dans la page de Aruba Networks automatiquement. Donc, c'est une intégration plus fluide ici là, pour les portails captifs. Autre nouveauté pour ceux qui aiment ou qui considèrent l'usage de Downloadable User Role ou encore des Dynamic ACL. Donc, sur nos plateformes soit nos passerelles ou encore l'intégration avec nos commutateurs Aruba ou SCX, mais ça permet de passer des variables, comme par exemple le VLAN name, de manière plus dynamique. Donc, c'était des informations qui n'étaient pas disponibles dans les versions précédentes. Et avec justement cette nouvelle version-là, ça permet d'inclure des variables plus souples. Donc, voici quelques petits exemples là, de flexibilité que ça donne. Ça nous permet, entre autres, là, de passer des informations comme la variable là, du session timeout, qui pourrait être, par exemple, une journée plus tard que l'autorisation à laquelle, la date et l'heure à laquelle l'autorisation a eu lieu. Et de passer, par exemple, le VLAN en fonction de named VLAN qui serait associé, admettons, au département dans lequel l'usager est localisé au niveau de ses attributs dans le Active Directory, par exemple. Donc, ça permet de passer ces informations-là de manière totalement dynamique. Et on voit ici un petit exemple là, de Enforcement Profile qui permet justement de passer ces informations-là dynamiquement. Donc, il y a quelques autres informations ou autres features plus secondaires, dans le fond, qui sont intégrées à la plateforme ClearPass dans cette nouvelle version-là. Je vous invite à consulter les release notes pour avoir un peu plus d'informations ou encore nous contacter si, admettons, vous voulez avoir plus d'informations. Et c'est ce qui conclut, dans le fond, ma présentation sur ClearPass. Je vais arrêter l'enregistrement à ce moment-ci.